Bonjour à tous, nous voici donc pour la troisième partie donc de cette vidéoconférence consacrée à l'armée macédonienne. Donc nous avions vu en première partie les réformes de Philippe et en deuxième partie l'infanterie. Donc nous allons nous attaquer aujourd'hui à la cavalerie. Donc nous allons commencer par la cavalerie des compagnons, donc les hétères. Alors je vais pas trop détailler cette partie-là parce que j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, au sujet spécifique des compagnons, donc je vous y renvoie en lien si ça vous intéresse. Et j'ai d'ailleurs créé il y a quelques mois de ça la page Wikipédia correspondante aux compagnons macédoniens. Donc la cavalerie lourde macédonienne est considérée comme donc la première cavalerie de choc de l'Antiquité occidentale, sachant qu'elle est le marteau par rapport à la tactique dite du marteau et de l'enclume, sachant que l'enclume est bien sûr la phalange. Donc par rapport à l'illustration, c'est toujours évidemment un bas-relief du fameux sarcophage d'Alexandre de Sidon, donc on est là en Phénicie vers 300 avant notre ère. Alors à voir que c'est un cavalier qui porte un casque béotien, donc on voit un casque assez ouvert, donc qui permet aux cavaliers de conserver une bonne vision du champ de bataille, ainsi qu'une bonne audition. Et comme c'est un casque qu'on retrouve également chez les cavaliers thessaliens, il est parfois improprement qualifié de cavalier thessalien, mais on imagine bien que c'est plutôt un cavalier macédonien. C'est un sarcophage en l'honneur d'Alexandre, donc bon, c'est un dignitaire phénicien rallié à Alexandre, donc on imagine mal qu'on aurait mis un cavalier thessalien. Donc c'est bien un cavalier macédonien, mais armé d'ailleurs avec un casque béotien qui équipe aussi les Thessaliens. Donc parfois les légendes, dans tous les sens du terme d'ailleurs, sont reprises à mauvais compte. Alors, bien sûr, la cavalerie fait partie intégrante des armées grecques, mais à l'époque classique, elle ne sert alors qu'à couvrir les flancs de l'infanterie ou à pourchasser les fuyards, comme on le voit bien sûr, notamment dans l'armée athénienne ou dans l'armée thébaine, sachant que dans l'armée spartiate, elle ne joue qu'un rôle relativement mineur, plutôt d'éclaireur. Donc c'est bien Philippe II qui va commencer à réorganiser la cavalerie, qui est de tradition assez présente en Macédoine, constituée de grandes plaines. Donc déjà il y a une tradition équestre importante en Macédoine. Et donc à l'image de ce qu'il a pu faire par rapport à la phalange, Philippe va la réorganiser ainsi que en modifier l'équipement. Alors l'arme principale, c'est une lance qu'on appelle le xiton, donc qui est plus courte que la saris, mais qui permet de faire des charges dévastatrices. Donc elle est plus longue et robuste que la lance des hoplites et mesure entre 3,5 et 4,25 mètres. Donc c'est une lance relativement longue, taillée dans le même bois que la saris, c'est-à-dire le bois de cornouiller mâle, ce qui lui assure à la fois souplesse et solidité. Donc c'est une lance qui permet des charges efficaces sur les parties hautes de l'adversaire. Bon. J'ai également d'ailleurs créé la page de Xiton récemment sur Wikipédia également. Donc je pense que ce sont des sources relativement fiables pour le coup. Alors pour revenir aux compagnons ou les hétères, bien sûr, ils sont recrutés donc parmi la noblesse macédonienne au départ en grande partie, et au moment du début de l'expédition d'Alexandre, elle compte 3000 cavaliers, dont en fait seulement la moitié l'accompagne en Asie. Ce qui est intéressant de noter, c'est que on a parfois tendance à l'oublier, mais Alexandre va laisser quand même une armée importante aux mains du régent Antipater pour faire face à d'éventuelles rébellions des Grecs. Et ensuite, Antipater, on verra d'ailleurs des renforts à la fin de l'expédition. Donc la cavalerie des compagnons est divisée en 12 escadrons, ce qu'on appelle donc les îlets, et le premier escadron, l'escadron royal, constitue la garde, la garde équestre, qu'on appelle aussi l'agema. Alors, on pense que c'est Alexandre qui aurait étendu le nom de compagnon
donc qui est au départ un terme, on dirait, issu de la noblesse, à l'ensemble de la cavalerie lourde macédonienne, hein, le titre d'éther, hein, qu'on traduit par donc compagnon. Donc comme je disais, hein, l'unité de base de la cavalerie des compagnons, c'est l'îlet, un escadron de 250 cavaliers commandé par un lilarque. Alors je vous épargne les subdivisions un petit peu rébarbatives, mais la formation tactique de base, donc on va dire de 60 cavaliers, ce qu'on appelle la tétrarchie, c'est un coin ou un diamant, donc en clair c'est un triangle, que Philippe reprend aux traces. Donc le tétrarque fort courageux est à la pointe, hein, de cette formation triangulaire, tandis que des cavaliers expérimentés occupent les flancs. Alors il faut bien voir que l'idée en fait c'est de pouvoir manœuvrer beaucoup plus facilement, de pouvoir tourner également assez facilement, de suivre la tête aussi assez facilement, sachant que lilarque est accompagné d'un héros pour relayer ses ordres. Donc cette formation permet une souplesse, hein, dans la manœuvre, ainsi qu'un changement rapide de direction de l'attaque. Alors, à voir que les cavaliers sont propriétaires de leur cheval, qui dispose donc d'un valet attitré, et ils reçoivent au moment de leur enrôlement de quoi acheter justement un cheval. Alors, il est coiffé en général, du moins du temps de Philippe, du modèle dit phrygien, donc le casque Thrace, hein, qu'on appelle aussi phrygien, donc c'est le casque qu'on retrouve dans la phalange, un casque à bourrelet. Mais Alexandre va imposer le modèle béotien, comme on peut le voir ici, un casque plus simple à produire et qui permet donc d'avoir une large vision du champ de bataille. Donc à voir aussi que le cavalier, alors on les voit aussi sur la fameuse mosaïque d'Alexandre de Pompéi, hein, porte un linothorax, donc une armure de lin augmentée de pièces métalliques, ainsi que des bottes et un bouclier. Bon, il n'est pas pieds nus comme on peut le voir là, et il est armé, comme je l'ai dit, d'une lance Lexitone, hein, qui est longue à peu près de 4 mètres et demi, qui va être imposée par Philippe, et qui est donc munie d'une double pointe, afin de pouvoir être utilisée même si elle était rompue durant le combat. Et comme seconde arme, le cavalier porte une épée, souvent recourbée à un seul tranchant, hein, comme les phalangites, hein, Copis ou Maquera. Alors à voir que du temps des Antigonides, comme l'attestent des reliefs funéraires, les cavaliers vont adopter un bouclier rond plus grand, on imagine peut-être pour faire face à la sarisse des phalanges de l'époque hellénistique. Alors à voir, ça paraît assez évident, mais que bien sûr les cavaliers de l'Antiquité ne disposent pas de l'étrier, donc ce qui, on pourrait dire, amoindrit quand même leur force d'impact, leur force de choc. Mais enfin, ça reste considéré comme la première cavalerie de choc de l'époque antique. Alors, selon certains chercheurs, elle aurait été capable, la cavalerie macédonienne, de vaincre le bataillon sacré, donc les hoplites d'élite de Thèbes à la bataille de Chéronée en 338, mais rien n'est moins sûr. On n'imagine pas quand même qu'elle soit capable de charger de front des hoplites. Je ne reviendrai pas sur son rôle, hein, durant les batailles du temps d'Alexandre, je vous renvoie à la limite à d'autres vidéos à ce sujet, ainsi qu'également à la vidéo que j'ai pu faire sur les compagnons. Alors, passons maintenant à peut-être un fait moins connu, hein, ce sont les éclaireurs à cheval qu'on appelle les prodromoi. Alors, littéralement, ça signifie ceux qui courent devant, donc c'est bien l'avant-garde à cheval. Alors, on peut le voir, hein, cette magnifique fresque de la fin du IVe siècle, qui représente donc un éclaireur, un prodromoi, équipé donc de la lance Lexitone, hein, comme les compagnons, et qui charge un soldat perse, donc on ne le voit pas, mais sur la droite. Alors, ils sont au départ de la conquête d'Alexandre équipés plus légèrement, donc comme on peut voir là, ils ne porteraient pas de linothorax ou de bouclier, et sont donc utilisés pour des missions de reconnaissance, de poursuite, ou pour provoquer l'engagement au début des batailles. Alors on pense aussi qu'il s'agirait possiblement d'un corps de cadets, en fait, qui servirait, on va dire, d'entraînement avant d'intégrer les compagnons. C'est aussi une théorie. Alors, à voir aussi que
Diodore et Arrien ne sont pas tout à fait d'accord sur la composition justement de ces prodromoïs, parce que selon Diodore, en fait, ces prodromoïs sont des Thraces ou des Péoniens, donc ce ne sont pas des Macédoniens, des cadets de la noblesse, comme Arrien le stipule. Et on imagine plutôt que, en fait, il s'agit donc de jeunes Macédoniens recrutés avant d'être versés dans la cavalerie lourde des compagnons. Alors, au début de l'expédition d'Alexandre, on compte 600 éclaireurs à cheval, répartis en 4 escadrons. Et ensuite, dans les sources, notamment chez Arrien et Diodore, ils ne sont plus mentionnés après 330, donc au moment de la conquête des Hautes-Satrapies. Et les historiens modernes pensent qu'en fait, ils ont été purement et simplement incorporés à la cavalerie des compagnons pour former les nouvelles hyparchies créées par Alexandre de mémoire. Je pense qu'à la fin du règne d'Alexandre, il y a 5 hyparchies, donc une hyparchie de Perse. Sachant qu'à l'époque, donc à la fin du règne d'Alexandre, la reconnaissance où les éclaireurs sont assurés par les cavaliers asiatiques et notamment scythes, perses et mèdes. Alors, à voir aussi, je l'ai pas dit, que les prodromoïs sont aussi appelés les sarissophores, donc comme les phalangines, porteurs de saris, parce que on peut supposer que parfois ils porteraient la saris, mais ça paraît compliqué de porter une saris de 5 mètres de long sur un cheval. Donc, on imagine plutôt qu'ils portaient donc le xiton, comme dit précédemment. Donc, en tout cas, ils vont disparaître des sources à la fin du règne d'Alexandre et ne seront plus mentionnés comme tels dans l'armée macédonienne du temps des Antigonides notamment. Alors, évoquons également, je l'avais dit à propos du sarcophage, la cavalerie thessalienne. Donc, la Thessalie, donc, qui est un royaume au sud de la Macédoine, qui a été vassalisé du temps de Philippe, est considérée dès l'époque classique comme une terre qui fournit d'excellents chevaux. Et donc à partir de Philippe et la victoire sur les Phocidiens au champ du Crocus, la Thessalie passe sous protectorat macédonien, et Philippe d'ailleurs va même porter le titre d'archonte des Thessaliens, titre que reçoit également Alexandre, et donc ce qui lui offre d'ailleurs de larges prérogatives, dont l'utilisation du trésor royal, et ce qui explique donc l'important contingent de cavaliers lourds thessaliens dans l'armée macédonienne. Alors c'est l'occasion de revenir peut-être un petit peu en arrière par rapport au placement, donc là c'est aussi connu, mais bon, les compagnons sont bien sûr à droite du dispositif, et les Thessaliens, donc au départ commandés donc par Parménion dans la grande division de l'aile gauche, tiennent justement le côté gauche de la phalange. Alors son organisation, son équipement est similaire, sont similaires à ceux des compagnons. Donc il y a 1800 cavaliers thessaliens qui débarquent en Asie, divisés en 8 escadrons. Et l'avant-garde, constituée donc par un escadron d'élite, est originaire de la cité de Pharsale. Et donc bataille du Granique, d'Issos et de Gaugamel. Donc la cavalerie thessalienne est donc placée, comme on l'a dit, sur le côté gauche, sous le commandement de Parménion. Alors, elle n'a pas joué de rôle décisif durant la bataille. Elle a quand même résisté à Gaugamel difficilement à la poussée des cavaliers perses, sachant évidemment que la victoire vient systématiquement de l'aile droite. Au final, les Thessaliens seront ensuite intégrés dans les hyparchies que j'ai citées précédemment. Alexandre va créer 5 hyparchies, et on pense qu'il a mêlé les escadrons thessaliens et macédoniens, parce qu'ils sont plus mentionnés comme tels, en tout cas du temps d'Alexandre. On en retrouve également mentionné du temps des Antigonides, notamment à Cynocéphale ou à Pydna. Il y a la mention également de cavaliers thessaliens, mais bon, globalement, ils sont équipés comme des compagnons. Ils ont peut-être pas le prestige de la noblesse macédonienne, on le suppose. Alors, évoquons maintenant la cavalerie légère, donc pour terminer. Donc, cette cavalerie donc est employée assez massivement d'ailleurs par les Macédoniens, donc par Alexandre notamment, ce qui lui permet en fait de contrôler le champ de bataille, parce que les Grecs l'utilisaient plutôt pour entamer les troupes adverses.
et Philippe et surtout Alexandre vont les utiliser en tant que troupes à part entière. Donc au départ, on retrouve surtout des Thraces et des Péoniens, hein, comme javeliniers montés, ce qu'on appelle les hypacontistes. Et ensuite, en 330, Alexandre va commencer à incorporer des cavaliers légers d'origine perse. Alors, ils sont armés de javelots et d'épées, et la plupart donc viennent de tribus thraces, notamment celle des Odryses. Alors ils agissent d'abord évidemment comme éclaireurs hein, pendant les marches, et sur le champ de bataille, ils sont placés sur le flanc de la cavalerie thessalienne, donc à gauche, et ils adoptent également hein, la formation en coin, qui d'ailleurs, je l'ai dit, vient probablement des Thraces. Alors, à voir aussi que durant la campagne en Sogdiane en 329, Alexandre va incorporer des archers montés, qui nécessitent un entraînement très spécifique hein, et une habilité équestre exceptionnelle. Et à la bataille de l'Hydaspe, il y a 1000 cavaliers scythes et daéens. Donc les daéens, c'est une confédération, une tribu, on va dire, la confédération des Scythes. On pourrait les qualifier de prédateurs des steppes. Hein. Leur attaque éclair démoralise et désorganise les attaques les plus déterminées. On trouvera bien sûr hein, ces cavaliers montés, ces archers montés dans l'armée parthe, hein, qui fera tant de mal aux Séleucides et aux Romains. Hein. On pense bien sûr à la bataille de Car. Alors, je vais évoquer pour terminer les engins de siège. On a parfois tendance à l'oublier, mais les Macédoniens brillaient aussi dans l'art de la polyorcétique. Philippe II a entrepris de nombreux sièges, le plus connu étant celui de Byzance, parce que avant lui, de tradition, les Grecs se contentaient, on va dire, d'attendre la reddition de ses habitants du fait de la maladie ou de la famine, et cherchaient pas spécialement à prendre d'assaut rapidement les places fortes. Et on pense que Philippe s'est inspiré en fait des Carthaginois pour introduire des formidables machines de siège, en s'inspirant aussi des travaux d'un Thessalien qui s'appelle Polydéos, qui a construit les premières hélépoles, qui sont des tours de siège de presque 15 mètres de long. À voir aussi que l'artillerie connaît des innovations majeures. Donc Alexandre va profiter de ces innovations et mener de très nombreux sièges, hein, alors qu'on a parfois un petit peu tendance à oublier, que j'ai évoqué dans différentes vidéos, mais on peut citer celui d'Halicarnasse et surtout celui de Tyr. Alors là, ce qu'on peut voir comme illustration, c'est une oxybelles, alors qui est une machine donc, qui lance des pics. Alors on peut citer quelques machines, hein. Il y a d'abord le gastrafette, littéralement le ventre tireur, qui est une arbalète primitive hein, qui envoie des carreaux à plus de 100 mètres avec une grande précision, afin de faire mouche sur un défenseur qui serait sur des créneaux. On a également le scorpion, alors qu'on appelle aussi baliste en fait quand il tire des boulets, mais parfois les termes sont employés de manière un petit peu indistincte. Scorpion, on retrouve ce terme-là dans les légions romaines. Alors en fait, c'est un grand arc qui se remonte avec une manivelle et qui peut également aussi lancer des projectiles enflammés. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir là, l'oxybelle, hein, qui est un peu le même style d'arme, mais qui décoche là de très longues piques. Alors, on a aussi des catapultes, hein, le lithobolos, qui peut tout de même projeter des projectiles hein, de 80 kg à plus de 150 mètres. Bon, on n'a pas encore les fameux trébuchets, ça viendra plus tard, à l'époque médiévale. Alors ensuite, on a les béliers qui vont être agrandis et améliorés, hein, les assaillants se trouvant abrités sous une protection, ce qu'on appellera la tortue. Alors, il y a de très nombreux ingénieurs qui accompagnent aussi l'expédition d'Alexandre, hein, des spécialistes hydrauliques, des spécialistes des mines, et c'est intéressant de noter, c'est que toutes les villes assiégées par Alexandre ne sont pas tombées à cause de la faim ou de la famine, mais elles sont tombées parce qu'elles ont été prises d'assaut.
Donc j'ai cité Halicarnasse, on pourrait citer Milet, on a cité Tyr, qui est un des plus grands sièges de l'Antiquité. On peut citer également d'autres sièges en Inde, dans la vallée du Gange notamment. Donc on peut considérer que la guerre n'est plus simplement un art militaire, mais elle devient également une science. Alors tout ça c'est repris à bon compte par les Diadoques, et notamment Antigone et son célèbre fils Démétrios Poliorcète, le preneur de ville, qui a entrepris le fameux siège de Rhodes en 305, donc alors certes il n'a pas pris la ville, mais bon, il a quand même mené un siège formidable. Pendant de longs mois, Rhodes a fini à résister grâce aussi à la flotte lagide, et en hommage à cette victoire, les Rhodiens ont érigé le fameux colosse de Rhodes, l'une des 7 merveilles du monde recensées par Diodore. Alors Démétrios est connu justement pour avoir employé de formidables élépoles juchées sur des navires, et c'est là où Démétrios va recevoir son épithète de Poliorcète, le preneur de ville. Alors on a d'autres exemples aussi de sièges durant l'époque hellénistique, mais enfin c'est surtout au départ, la période, notamment du temps de la guerre des Diadoques. Voilà pour cette partie consacrée donc à la cavalerie et aux engins de siège. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous intéressait. La suite, la prochaine fois. Au revoir.